Bonjour et bienvenue sur la chaîne Armel High Tech. Pourquoi est-ce que je pourrais acheter une Volkswagen ID.5? Générique! Bonjour et bienvenue sur la chaîne Armel High Tech. Aujourd'hui une toute nouvelle vidéo et on se retrouve à bord de la Volkswagen ID.5 et pas n'importe laquelle. On se retrouve à bord de la Volkswagen ID.5 GTX. Donc je tenais particulièrement à remercier la concession Odyssée Automobile de Lorient à Caudan qui m'a mis à disposition cette voiture pendant une journée afin de pouvoir la tester pour vous et vous faire mon retour sur est-ce que c'est une voiture que je pourrais acheter? Est-ce que c'est une voiture qui correspond à mon utilisation, qui correspond peut-être à votre utilisation et qui pourrait vous plaire? Alors on est à bord de la version la plus chère de l'ID.5. Il y en a plusieurs. Il y a la Pro, il y a la Pro Performance et la GTX. Et la différence de la GTX par rapport au Pro Performance, c'est le fait qu'elle c'est une dual motor comme on dit chez Tesla. Donc elle a deux moteurs, 300 chevaux. C'est la voiture la plus puissante de la gamme avec un 0 à 100 de mémoire en 6 secondes 2. Donc ce qui est quand même assez performant. C'est une voiture qui commence pour la GTX à 61 000 € je crois sur le configurateur et vous pouvez avoir la Pro à partir de 54 000 €. La Pro et la Pro Performance à partir de 54 000 €. Ces trois versions sont sur la même base de batterie. Batterie 77 kWh utile qui nous promet sur la Pro et la Pro Performance une autonomie de 533 km et sur la GTX 511 km d'autonomie, ce qui est quand même globalement pas mal parce que clairement dès qu'on dépasse des autonomies WLTP au-dessus des 500 km, clairement on est sur des bonnes routières et pour des personnes qui peuvent être amenées à faire des trajets longs réguliers, c'est une vraie souplesse de fonctionnement au quotidien. Elle a une ligne assez extraordinaire. Enfin moi j'en suis particulièrement fan. C'est un peu la mode on va dire des SUV coupés. BMW a lancé un petit peu cet effet de mode avec son BMW X6 à l'époque et depuis tout le monde est parti en branché là-dessus. Si on regarde un peu plus en détail cette Volkswagen ID.5, je vous conseille d'ailleurs une très bonne vidéo d'Olivier Schmitt sur la Volkswagen ID.5 GTX qui nous fait comme d'habitude de super analyses stylistiques et il le montre. Alors on pourrait penser que faire ce choix de carrosserie, en gros, c'est privilégier le style par rapport à la praticité. Et il le montre bien en fait. La voiture elle n'est pas spécialement haute, on est presque sur une hauteur de caisse conforme avec une berline et en fait c'est vraiment un effet de style qui donne ce look de SUV à cette voiture et du fait de la batterie derrière on a une voiture qui est quand même assez bien campée sur le sol et notamment si on regarde l'arrière de la voiture on voit un petit peu cette sorte d'extracteur, ce trapèze inversé gris en plastique gris qui nous donne cette impression de hauteur de la voiture et en fait c'est juste un effet de style parce que ça permet de rehausser la voiture parce qu'en fait il n'y a pas de vide en dessous, elle est vraiment basse comme voiture. En dimension, alors si je dis pas de bêtises, je vous remettrai en incrustation, mais elle fait 4,60 m de long ou 61, 1,66 m de 1,85 m de large et 1,66 m de haut. Je crois qu'elle fait 1,5 cm de plus longue que la Volkswagen ID.4 et bien sûr la Volkswagen ID.5 c'est une version coupée de la Volkswagen ID.4. On est sur la même base technologique, intérieur, extérieur. Derrière, il n'y a pas grand-chose qui les différencie. On est sur le circuit habituel d'essai. On va se faire notre petite boucle d'un peu plus de 35 km avec une partie ville sur laquelle on est, une partie route 70-80 et puis finir sur une partie nationale à 110. Malheureusement, je vous le redis pour ceux qui découvrent la chaîne, je n'ai pas à proximité de Lorient d'autoroute à 130 km/h. Il y en a très peu en Bretagne. Il y a juste une autoroute qui part de Rennes direction Caen. Et donc voilà, ça m'est compliqué pour moi de vous faire des essais à 130 km/h. Donc ce petit circuit, je vous mets le petit tracé, ce petit circuit va me permettre de vous donner une impression, me donner une impression sur cette voiture, sachant que j'ai déjà passé une journée avec cette voiture. Derrière aussi, je vous ferai un retour, plus pour comparer aussi les consommations.
parce que j'ai un trajet qui est normé, que j'utilise quotidiennement avec ma Tesla Model 3, sur lequel j'ai des données très fiables et sur lequel j'ai déjà testé plusieurs voitures. Et donc j'ai fait ce trajet aller-retour domicile, lieu de travail, domicile, qui va pouvoir me donner une idée de est-ce que cette voiture, est-ce que l'autonomie annoncée elle est là, est-ce que donc derrière c'est une voiture qui tient ses promesses et qui pourrait donc me convenir en termes d'autonomie au quotidien, parce que vous savez que je suis un très gros rouleur. Première sensation avec cette voiture, un peu les mêmes sensations qu'avec la Volkswagen ID3. C'est une voiture qui est hyper agile. Là, clairement, je ne sens pas le gabarit de la voiture, contrairement à la Tesla. On a un diamètre de braquage qui est hallucinant. Je crois qu'il fait 10 mètres 20. Je crois que c'est le diamètre de braquage pour un SUV de cette catégorie-là, mais personne ne le bat. Et là, la voiture, elle est impressionnante. La direction est un peu plus ferme que la Volkswagen ID3, et tant mieux, parce que moi je la trouve beaucoup trop légère sur la Volkswagen ID3. Autant sur une Polo ça me dérangerait pas, sur une compacte c'est un peu gênant à faible vitesse. Là je trouve que c'est mieux réglé. Je préférais avoir un volant un peu plus épais, un peu plus large, mais voilà, le volant franchement en termes de toucher, de taille, etc. Très sympa par rapport au volant un peu biscornu quand même de la Mégane E-Tech, avec sa petite forme rectangulaire, qui est pas super jolie. La Volkswagen ID5 comme la Volkswagen ID4, elle est pensée comme une familiale. Je dirais même si on est sur une version coupée, c'est pas une sportive. On le sent dans l'amortissement, on le sent dans la prise de roulis de la voiture. Elle prend facilement du roulis, on sent un petit peu le poids de la voiture. Elle fait presque 2 tonnes 2, ce qui est quand même un beau bébé. Et on sent des suspensions moelleuses, un châssis efficace. Franchement on prend les courbes très facilement, etc. Mais si on veut pousser en mode sport la voiture dans des petits enchaînements, etc., elle monte ses limites. Alors moi j'ai pas pu le tester, mais je vous conseille une vidéo de Maxime d'Automobile Propre, qui aime bien faire un petit peu ses phases d'essai un petit peu sportif, et voilà, il l'a montré. Même si les batteries sont dans le plancher, on sent le poids quand même, là regardez. Il l'a ressenti, le fait que très rapidement on sent les limites du châssis. Alors il y a la possibilité d'avoir une suspension dynamique et un châssis sport. Donc pour ceux qui pourraient être intéressés d'avoir une voiture un petit peu plus directive, un petit peu plus ferme, avec un meilleur maintien dans les virages, etc. Pour une conduite un peu plus sportive, vous avez la possibilité d'avoir ces options-là. Franchement, moi, un confort impressionnant. Une insonorisation qui est géniale, franchement. Alors on entend plus le moteur par exemple par rapport à la Porsche Taycan ou même la BMW i4, où là on n'entend quasiment pas les moteurs, et ils ont dû donc rajouter des bruits artificiels pour nous faire croire qu'on a un moteur. Donc si on accélère franchement, je ne sais pas si vous l'aurez entendu, on entend le petit sifflement des moteurs. D'ailleurs, vous avez vu, la voiture, elle réagit bien. Mais on l'entend quand même beaucoup moins que sur ma Tesla Model 3, et c'est agréable. Je trouve au quotidien, c'est super agréable. Il n'y a pas de bruit d'air. Vous avez une option possible avec des vitres feuilletées sur la voiture et tout, pour encore améliorer cette insonorisation. Donc franchement, confort de conduite. Les sièges sont très confortables. Alors là, j'ai pas le haut de gamme des sièges, et franchement ils sont super beaux. Cette inscription GTX sur le siège est super belle. On n'est pas en cuir, il y a du simili-cuir sur les côtés, du tissu au milieu. Franchement moi je la trouve très qualitative. Alors d'aspect intérieur, visuel, clairement quand on regarde la voiture, elle est qualitative. On a des plastiques moussés là, bleus avec la surpiqûre rouge typique de la GTX. On va retrouver ce moelleux au niveau des appuis-coudes, au-dessus des portières, qu'on va pas avoir sur l'ID3. Sur l'ID3, c'est vraiment un plastique dur. Par contre, sur d'autres zones, voilà, on va retomber sur des plastiques durs. Mais globalement, visuellement, au toucher, la voiture est très qualitative. Et par rapport à la Volkswagen ID3, franchement, on sent que on est mieux, même si il y a sans doute encore quelques petites économies. Point de vue poste de pilotage, on reviendra sur le multimédia après. Point de vue poste de pilotage, commande sur le volant ici à gauche pour le régulateur de vitesse, très pratique. Ici à droite pour le volume, pour la partie multimédia. Commodo pour le lave-glace, les essuie-glaces, Commodo pour les phares, les clignotants, quelque chose qui est très conventionnel. Voilà, ça va pas perturber toutes les personnes qui viennent de la thermique, etc. Vous ne serez pas perturbé. Autant sur une Tesla, là, il y a un gap à passer. Le sélecteur de vitesse qui est ici, j'adore.
Il y a plein de critiques, moi je trouve extra. Il avait été déjà présent sur le BMW i3 à l'époque, moi je le trouve super rigolo. Moi je trouve qu'il tombe bien sous la main. Quand on regarde, etc., bah, le volant il le cache, donc on voit juste un petit peu la monture et tout. Ouais, franchement très pratique et surtout ça nous permet de libérer de l'espace important sur la console centrale. Un grand écran, et alors là par rapport à la Volkswagen ID.3 que nous possédons, là c'est la grande version d'écran. Clairement, c'est celui-là qu'il faut. Clairement, c'est celui-là qu'il faut. Là, la taille, elle est juste comme il faut. C'est vraiment bien. On a un écran qui est globalement bien réactif. On reviendra un petit peu sur le multimédia, mais voilà. Franchement, très agréable à regarder ou autre. Sur l'équipement ensuite, alors sur les panneaux de portière, on va avoir les commandes de réglage des rétroviseurs, d'ouverture de portière, des lève-vitres. D'ailleurs, c'est très intelligent de mettre les ouvertures de portière ici, là, parce que je sais pas pourquoi, il faut aller chercher partout ailleurs sur d'autres voitures. C'est tellement intuitif de le retrouver là. Petite économie que Volkswagen a fait. Je vous entends tout de suite critiquer, mais Tesla fait un peu le même genre d'économie. Ils ont décidé de ne mettre que je vous mettrai des images, que deux commandes de vitres électriques. Et un bouton, donc qui nous permet de commander les vitres électriques à l'avant, et un bouton pour dire, bah maintenant, ça bascule à l'arrière, vous utilisez les mêmes boutons pour l'arrière. Pourquoi? Parce qu'ils se sont aperçus que ces commandes de vitres arrière servent très peu, quasiment jamais, et que parfois même c'est source d'erreur parce que on veut baisser notre vitre avant gauche, et c'est la vitre arrière gauche qu'on baisse, et donc voilà, il y a sans doute des économies à faire. Alors vous allez me dire, bah, c'est une économie de peau de chagrin. Bah, Tesla, ils ont quand même été capables de nous supprimer les commandes de réglage des sièges passagers parce qu'ils se sont aperçus que personne ne les utilisait. Voilà, on est sur le même type d'économie, mais au bout d'un moment, ce genre de petites économies sur des véhicules de grande série, ça fait quand même des montants assez importants. C'est un choix industriel, voilà, faut s'y habituer. Si vous n'avez pas souvent des enfants à l'arrière comme moi, ça pose aucun souci. Moi, chez Rosen, qui a souvent les enfants à l'arrière, etc., ça peut être un peu plus problématique, mais bon, voilà, bon, ils ont leur commande derrière, il y a pas de souci non plus derrière. Ici à gauche, on a un petit panneau pour la gestion phare anti-brouillard, pour le désembuage, etc. Moi, je trouve que c'est bien pensé, ça dégage un petit peu le système là. Et puis ensuite, bah voilà, on va retrouver à droite notre écran central avec Android Auto et Apple CarPlay. Très pratique. Franchement, ça va bien. Et c'est vrai que moi récemment, j'ai changé de téléphone. Avant, j'étais avec un iPhone 10. Rosen avait aussi un iPhone 10. Et nos deux iPhones, dès qu'on mettait Apple CarPlay, au bout d'une demi-heure, 3/4 d'heure, se mettait à surchauffer. Ça tombait en rade et tout. C'était vraiment lié à la génération de ces téléphones parce que depuis que je suis passé à l'iPhone 13, on n'a plus du tout ce souci-là. Donc c'est vraiment très pratique pour lire les messages ou autre. C'est la musique, c'est vraiment très bien. On va retrouver nous sinon le panneau général de Volkswagen, qui va ressembler un petit peu à je trouve, au visuel, à du Apple CarPlay, avec sur une première page avec la visualisation du GPS, visualisation du multimédia, commande recharge téléphone, et puis ici le panneau multimédia Bluetooth Apple CarPlay, ici les consommations qu'on peut faire défiler, radio, média, etc. Franchement bien. Et puis ici on va aller chercher plus loin les différentes options qu'on peut avoir ou autres de réglage. Franchement, par rapport à la BMW i4, le multimédia est quand même beaucoup plus simple à apprivoiser. Je trouve que Tesla c'est encore peut-être un peu plus intuitif parce que on est vraiment sur du smartphone en termes d'ergonomie. Mais là, franchement, moi je trouve le système vraiment bien. Et comparé à la Mégane, bon, le système de Renault, Google Android Automotive est vraiment très efficace. Mais là, on est pas mal. Et nouveauté par rapport à ce que moi je connais sur la Volkswagen ID.3, ici je suis sur la version software 3.0. Sur la Volkswagen ID.3, on est pour l'instant nous en 2.3. Et il y a pas mal de petites nouveautés, de simplification qui sont vraiment très intéressantes. Alors notamment des petites nouveautés, tiens, je vais vous montrer ça tout de suite en direct. Ça a l'air tout bête comme ça, mais regardez, j'ai l'affichage du pourcentage de la batterie et des kilomètres. Avant, on avait juste les kilomètres. Pour aller chercher les pourcentages de la batterie, il fallait trifouiller dans le menu recharge, etc. pour trouver ce menu-là. Enfin voilà, petite nouveauté. Ça a l'air bon comme ça. Autre nouveauté qui est vraiment bien. Et là, il y a un vrai gros up sur le planificateur. Moi, je trouve génial. Tiens, il me reste 65% de batterie.
je veux aller à... on va rechercher Andernos. Je vais toujours à Andernos-les-Bains. On a de la famille là-bas, du côté du bassin d'Arcachon. En plus, c'est près des copains de la chaîne EV. Donc voilà, Andernos-les-Bains, démarrer. Vous voyez, c'est quand même assez rapide, moi je trouve. Donc là, il me lance la planification. Paf! Franchement, ça a duré même pas 2-3 secondes. Et déjà, j'ai une proposition d'un arrêt recharge. Donc là, il me dit que j'ai juste besoin d'un arrêt recharge pour faire les 560 km de trajet. Et il me propose de m'arrêter à l'Air Unity A83, route des Estuaires. Voilà, hop, je clique dessus. Donc, à Saint-Hermine. Donc, c'est en dessous de Niort. Regardez, 10% de batterie prévue. Bien. Et Andernos-les-Bains, regardez. Hop, à Andernos-les-Bains, il me prévoit 11%. Voilà, un vrai planificateur. Et là, je dis bravo. Là, je dis bravo. On pourrait peut-être encore améliorer les choses, par exemple, et nous mettre tout de suite, là, en raccourci, le pourcentage d'arriver à la prochaine étape. C'est quelque chose de rassurant. Voire même de l'afficher ici sur l'écran devant. Franchement, là, moi je dis gros big up. Gros big up. Donc, après, à tester en vrai la fiabilité du planificateur, moi je trouve qu'il est... il me dit qu'il me reste 307 km. Pour aller à l'Air Unity 258 km. Pourquoi pas, sans doute je pense que le planificateur va se mettre à jour en fonction de ma consommation réelle. Et s'il voit que je consomme plus, il me proposera des arrêts avant. Je sais qu'il y a la possibilité de s'arrêter avant, puisque il y a une Air Unity sur l'aire de Vendée avant Niort, il y a une Air Unity juste au niveau de Niort. Donc je sais que voilà, ça posera pas de problème, mais bah bravo, des propositions décentes, des superchargeurs, des pourcentages à destination. Faudrait vérifier l'efficacité de tout ça, mais c'est super. Je sais aussi qu'ils ont rajouté, alors j'ai pas pu le tester, on a la possibilité aussi d'enregistrer des manœuvres de marche arrière de parking. C'est-à-dire que si vous avez une place de parking qui n'est pas forcément évidente pour vous garer, vous pouvez lui dire d'enregistrer votre manœuvre. Vous le faites une première fois. Et ensuite, les autres fois, quand vous viendrez, vous lui direz bah, tiens, tu me le refais. Et il le fera tout seul. J'ai pas testé, à voir si ça marche bien ou pas, mais c'est une bonne idée. On sait que chez BMW, par exemple, ils ont le système où la voiture peut refaire en marche arrière les 500 derniers mètres que vous avez fait. Voilà, c'est ce genre de petite fonctionnalité technologique que j'adore, mais je pense qu'il peut nous apporter du plus, surtout pour des personnes où c'est pas forcément évident de se garer dans leur place habituelle. Autre chose que je voulais vous montrer, je vais vous mettre des incrustations. Cette voiture, j'ai l'option l'affichage tête haute à réalité augmentée, ils appellent ça comme ça chez Volkswagen. Et waouh! Franchement, là, je m'incline, j'ai jamais vu aussi beau. Autant je trouvais que l'affichage tête haute de chez BM était vraiment bien, mais alors là, je vais vous montrer des choses. Alors déjà, on va retrouver à la fois les informations du GPS, la voiture, le kilométrage, la vitesse, la limitation de vitesse, qui est très bien lue, la lecture des panneaux est très bonne, même quand il y a des chantiers. Et on va avoir cette réalité augmentée, où si on va arriver sur un rond-point, il va vous mettre un petit peu en 3D, en profil derrière, le rond-point, le trajet que vous allez suivre, et vous indiquer le numéro de la sortie sur le rond-point que vous allez prendre. Et puis si vous devez tourner à un endroit, à droite ou à gauche, il va vous le mettre aussi. Et puis tout à coup, vous allez avoir des grandes flèches qui vont apparaître, et qui vont s'approcher de vous de l'écran, pour vous dire c'est là que vous sortez. Franchement, je trouve ça génial, c'est très efficace. Moi qui suis parfois un peu tête en l'air quand je conduis, je trouve ça super. Et ça, couplé à cette petit bandolette qu'on a juste devant le tableau de bord, où quand il nous dit qu'on doit aller à droite, on va voir c'est une lumière bleue qui va défiler à droite ou à gauche. Franchement, ce sont des petits détails technologiques. Mais quand on fait de la route, quand on roule régulièrement, c'est un vrai plus, surtout quand on ne connaît pas le chemin ou le trajet. Moi, je trouve ça super. Bravo. Donc, c'est une option, je crois, qui est à 1500 €. Et là, si vous envisagez d'acheter une ID4 ou une ID5, prenez-le. C'est un vrai plus. Je crois que même c'est disponible sur la Volkswagen ID3. Voilà un petit peu en termes d'équipement. Là, on va arriver sur l'autoroute. On va essayer de sur l'autoroute, sur la nationale à 110. Alors malheureusement, je n'ai pas pu avoir la version avec l'autopilote, avec maintien dans la voie, etc. Justement avec la version 3.0, il y a une version très évoluée de leur autopilote. Et bon, je l'ai pas, j'ai juste le guidage pour éviter de dépasser la voie et le régulateur adaptatif qui est très efficace.
Franchement, j'ai fait des vidéos sur la Volkswagen ID3 et sur la Volkswagen ID4 et le régulateur adaptatif est extraordinaire. Vous allez arriver sur un rond-point, il va ralentir tout seul. Si vous avez personne sur le rond-point qui vous embête, vous allez prendre le rond-point, vous avez juste la direction à gérer, il va réaccélérer derrière. C'est un vrai bonheur. Les limitations de vitesse, il les lit bien. Moi, par exemple, j'ai souvent pour rentrer du boulot un bout national à 110 et puis on va sortir à 90, 80 ensuite et j'ai un radar automatique derrière. Moi, la Tesla, elle me le lit pas. Il faut que je pense bien à ralentir, etc. Oh, elle me le fait tout seul. Ça permet de sauver des points, quoi. C'est extra. C'est extra. Donc en termes d'insonorisation, on entend un petit peu de bruit de roulement, des bruits d'air, j'en ai quasiment pas. Franchement, elle est vraiment bien silencieuse et je suis sur un revêtement qui n'est pas extraordinaire à cet endroit-là en termes de qualité sonore du revêtement. C'est une voiture qui est très confortable, qui est très volumineuse, qui est très lumineuse. Hein. J'ai le toit vitré à bord de cette voiture et c'est un vrai plus. Là, on a une vraie sensation de lumière, un petit peu comme dans la Tesla. Le fait que ce soit coupé, bah écoutez, la rétrovision est plutôt bonne, moi je trouve. On est bien pour avoir essayé plusieurs fois la Model Y. La Model Y c'est encore un peu plus étroit, donc là franchement c'est plutôt pas mal. On est bien campé dans cette voiture. Elle est vraiment très confortable. C'est pour moi une vraie routière familiale. Au niveau d'espace, hein, je vous montrerai, mais on a énormément de place. On est bien assis, type SUV, position d'assise, etc. En largeur de coude, on est bien. Regardez un petit peu sur l'arrière, on a énormément de place pour les jambes. On a deux vraies places. La troisième place au milieu, on voit que le siège est un petit peu rehaussé ou autre. C'est un petit peu plus ferme. C'est faisable, mais j'avais pas remarqué ce creusement sur l'ID4. Hein. Je pense que c'est un peu typique de l'ID5 en termes d'assises, mais on est vraiment bien. On a une banquette 3 tiers. Et puis on a un grand coffre avec haillons, ce qui est génial, hein. Moi qui suis en balle, le haillon ça me manque un peu quand même. On a 550 litres, un peu plus même que dans l'ID4. Deux grands rangements sur les côtés. On a un sous-plancher pour pouvoir mettre les câbles ou d'autres choses, parapluie, des sacs et compagnie. Et on a encore un petit rangement en dessous pour aller mettre une caisse à outils, des produits d'entretien ou autre. Qu'est-ce que je n'aime pas sur cette voiture ? L'application. Je ne vous le montre pas parce que j'ai pas pu moi bénéficier de l'application pour la voiture. Nous on l'a sur la Volkswagen ID3. L'application est plus que basique, on peut pas faire grand chose avec. On peut aller ouvrir, klaxonner, etc. Mais on a quasiment aucune. Ici, déclencher la ventilation à distance. On peut régler le niveau de charge de la batterie à distance, mais c'est tout. Pour tout ce qui va être programmation de charge, etc., à domicile, la nuit, etc., tout se fait à bord. J'ai une vidéo sur la Volkswagen ID3 où je vous montre un petit peu tout ça. C'est vraiment très pratique, ça marche plutôt pas mal. Qu'est-ce que je n'aime pas sur cette Volkswagen ID4? La même chose que sur la Volkswagen ID3, tout ce piano black qu'on a un peu partout. C'est hyper salissant, ça se raye très vite, ça vieillit mal, moi je trouve. Je suis pas fan du tout. Qu'est-ce que dont je ne suis pas fan non plus? Les petits boutons synaptiques. J'aurais préféré des vrais boutons. C'est pas agréable. Et puis j'aurais bien aimé qu'il y ait un petit rebord là, qui vienne recouvrir un petit peu ces boutons parce que c'est vrai que moi, peut-être une mauvaise habitude, c'est après changer d'habitude, j'ai souvent tendance à me mettre comme ça un peu dessus. Et ben si j'appuie vraiment sur le volant, je vais appuyer sur les commandes, la commande vocale, etc. C'est vraiment très désagréable au quotidien. On a beaucoup d'espace de rangement. C'est devenu la mode un petit peu dans les voitures récentes. C'est l'abandon des consoles centrales pleines avec des espaces plutôt ouverts. Alors là, on a vraiment pas mal d'espace de rangement. Hein. Là, on peut porte-gobelet, on peut enlever ici le rangement, on peut mettre des bouteilles. Ici, on a le chargeur à induction, d'autres rangements ici. On peut fermer et compagnie, mais regardez, entre mes accoudoirs, qui sont pas spécialement jolis, et là, j'ai quasiment 10 cm de perdu. J'aurais pu gagner 10 cm de plus de rangement. Donc sincèrement, moi, j'aurais préféré avoir une console centrale qui monte un peu plus haut, qui viennent peut-être épouser un peu plus les aérateurs et qui permet d'avoir un peu plus de rangement, qui sont un peu plus fonctionnels. En tout cas, ce qui est génial, c'est que le sélecteur de vitesse a été ramené au volant, comme sur plusieurs voitures, la Mégane, les Volkswagen, les Tesla, etc. Ça nous permet de dégager beaucoup de place sur la console centrale. Donc, on n'a pas parlé d'une chose, la recharge. Alors, la recharge, on a deux types de chargeurs. On a un chargeur en courant alternatif à 11 kW, comme la très grande majorité des voitures, hein, par les Renault et les Model X qui peuvent bénéficier d'une charge de 22 kWh. En alternative, tout le monde est à 11
mais pas tout le monde en fait. Donc 11, c'est bien. La charge en courant continu. La charge en courant continu, aujourd'hui, c'est des puissances de 130 à 150 kW. Il y a des mises à jour qui ont été faites récemment qui portent notamment le pic de puissance à 150. Après, si on regarde les courbes de charge, je vais essayer de vous en mettre si j'en trouve sur Internet. Je pense que par Fastnet, on peut en récupérer. Voilà, le 20-80, il faut compter un bon 35 minutes pour le faire. C'est ce qu'on a aussi sur la Volkswagen ID3. Voilà. Les arrêts avec la Volkswagen ID5, ça sera minimum 35 minutes. Là où d'autres marques comme Hyundai, comme Kia, hein, avec la Kia EV6 ou les Tesla vont nous permettre d'avoir des recharges plus rapides que ça. Je pense qu'on pourrait faire mieux, mais déjà là, la puissance de charge qui était avant limitée à 120 kW a été montée par mise à jour à 150 kW. Dernier point faible que je trouverais, mais c'est valable pour d'autres marques de voitures, c'est l'emplacement de la prise de recharge. Alors au début, forcément on se disait bah, c'est très bien que Volkswagen ait mis les prises de recharge à l'arrière droite, hein, comme les trappes à carburant. Pourquoi? Parce que dans certaines villes, les bornes vont être sur le trottoir, on va se garer en général plutôt à droite, c'est-à-dire trottoir à droite, donc la borne à droite, bah, c'est mieux d'avoir la prise qui est côté trottoir que la prise côté rue. Alors là, pas de souci. Malheureusement, est arrivé ce qui est arrivé. Elon Musk a décidé d'ouvrir à tous, en tout cas un certain nombre de superchargeurs Tesla à tous. Et le souci, c'est que toutes les voitures électriques qui ont leur prise de charge à l'arrière droite ne peuvent pas utiliser correctement les bornes de charge rapide de Tesla parce que les câbles sont trop courts. Donc ils sont obligés de se mettre sur la place d'à côté pour pouvoir utiliser l'autre borne. Et donc entre guillemets, ils monobilisent deux bornes. C'est dommage. De toute façon, Volkswagen, quand ils ont lancé leur voiture, ils ne le savaient pas que ça allait se passer. Je pense que c'est quelque chose à réfléchir parce que c'est dommage de priver à ses clients aujourd'hui du réseau de supercharge le plus complet et le plus nombreux en France et en Europe. Donc je pense que c'est quelque chose qu'il faudrait faire. Mais voilà, quand Volkswagen a lancé ses voitures ou autres, c'était parti sur Unity. Unity devait se développer plus vite que ça. Personne n'envisageait que Tesla ouvrirait ses superchargeurs. Donc il n'y a pas eu cette réflexion en amont. Je pense que ce sera peut-être quelque chose à envisager. Alors si on regarde par exemple chez Audi, hein, sur certains modèles Audi ou chez Porsche du groupe Volkswagen, c'est la possibilité. Alors déjà la prise de charge est à l'avant droite et possibilité d'en avoir aussi à gauche. C'est pas bête. Donc peut-être d'envisager une option qui nous permettrait d'avoir une autre prise d'essai à gauche. Voilà. Bon, au bilan, parce que le titre de la vidéo, est-ce que je pourrais acheter la Volkswagen ID5? Alors en tarification, la Volkswagen ID5 se positionne à partir de 54 000 € et la GTX à partir de 61 000 €. La construction tarifaire de Volkswagen est assez compliquée. Il y a beaucoup de packs d'options. Si on prend la voiture de base, il manque quand même pas mal de choses. Déjà, la pompe à chaleur n'est pas de série. Là, vous voyez, je suis sur une voiture à 61 000 €. Je n'ai pas les sièges électriques. Je n'ai pas le coffre électrique. Voilà. Il y a plein de packs à récupérer. Alors, il y a des packs qui sont jolis, hein, des packs esthétiques avec les LED, les animations LED sur les feux avant, les feux arrière, etc. Ça coûte 2 000 €. C'est très joli. Hein. Franchement, esthétiquement, ça apporte un vrai plus. Est-ce vraiment utile? Moi, clairement, il me faudrait l'autopilote, clairement l'écran, clairement les commandes de siège électrique pour pas avoir à réenregistrer mes positions, etc. de siège. Quand on regarde sur le configurateur, si je prends l'ID5 de base, la Pro, on arrive facilement autour des 57 000 € en configuration. On n'imagine pas non plus hein, la GTX, à quel prix elle peut monter. C'est une voiture sur laquelle on peut avoir des remises commerciales. Je ne peux pas m'avancer, mais voilà. Discutez-en avec vos commerciaux, il peut y avoir des remises. À moins de 60 000, on a encore la prime de l'État. Je pense qu'on peut essayer de tomber sur des configurations autour de 52, 53 000 € avec un équipement sympa. C'est une bonne routière, c'est une bonne familiale. On a un espace de rangement qui est assez important.
On va finir cet essai ensemble. On se retrouvera après. Voilà, on se retrouve à bord de la Volkswagen ID3 parce qu'en effet, j'ai dû restituer la Volkswagen ID5 avant de pouvoir faire la conclusion et notamment sur les autonomies parce que je suis sûr que vous attendez avec impatience ces résultats. Concernant ce trajet qu'on a fait ensemble de 32 km, petite boucle de circuit mixte, je vous mets ça tout de suite en affichage. Et donc jusqu'à présent, avec la Tesla Model 3, j'avais réalisé une consommation de 12,1 kWh au 100 km, le Porsche Taycan 20,2, la Mégane E-Tech 13,4, le BMW i4 M50 15,8, et avec la Volkswagen ID5, j'étais quand même assez surpris, 14 kWh au 100 km, donc pour 32 km. Alors c'est le parcours que j'ai réalisé le plus rapidement en fait, parce que j'avais une très bonne circulation, j'ai vraiment pas été gêné à cette heure-là. Et derrière, je me suis amusé à calculer donc à ces consommations-là, par rapport aux capacités utiles des batteries, l'autonomie que ça fait. Et on arrive à une autonomie possible de la Volkswagen ID5 à cette consommation-là de 550 km d'autonomie, c'est quand même assez impressionnant. Maintenant, on passe aux consommations et autonomie sur départementale. Donc là, c'est le trajet que je fais, donc domicile, lieu de travail, domicile, aller et retour. Et voilà ce que ça donne. Donc je vais pas vous refaire tout le rappel, mais la Volkswagen ID5, donc j'ai fait 17,1 kWh au 100 km à l'aller, 13,4 au retour, donc une consommation moyenne de 15,25 kWh au 100 km, ce qui me fait pour la batterie de 77 kWh utile, une autonomie de 505 km, sachant que le WLTP est à 511. Je vous laisse regarder un petit peu les autres lignes, je vais pas toutes vous les rappeler, mais ce qui est assez étonnant, c'est en regardant avec la Volkswagen ID4 qui est juste en dessous, et ben la Volkswagen ID5 a moins consommé que la ID4. Et de mémoire, on était à peu près dans les mêmes conditions de circulation en termes de température, de vent, etc. Donc pour moi, il n'y a pas trop de facteurs extérieurs. C'est vraiment sur le facteur intrinsèque de la voiture où on va avoir cette différence de consommation. Alors est-ce qu'il y a eu une amélioration technologique de Volkswagen, des optimisations en termes de qualité de pneumatique? Je ne sais pas. Je me souviens plus notamment de la taille des jantes. Ça peut influencer entre les deux voitures que j'avais essayées. Mais voilà, quasiment le WLTP. Vous voyez, même la SR+, j'avais fait un petit peu en dessous du WLTP, certaines voitures que j'ai essayé un peu plus, on est vraiment autour, donc clairement, cette Volkswagen ID5, on est capable de faire les 500 km d'autonomie. Je vais vous mettre aussi en affichage, voilà, c'est la consommation finale, sur la durée où j'ai eu la voiture, j'ai réalisé 159 km en tout, et j'ai eu une consommation moyenne de 15,1 kWh au 100 km. 15,1, ça fait combien pour 77 ? Ça me fait une autonomie de 510 km, donc je suis quasiment en WLTP. Donc vous voyez, clairement, il n'y a pas de mensonge sur l'autonomie. Clairement, c'est une voiture où on peut atteindre les 511 km avec la GTX. Donc je suppose qu'avec les versions donc ID5 Pro et Pro Performance qui annoncent 533 WLTP, on les a. Alors on va essayer de répondre ensemble à cette question. Est-ce qu'Armel, tu pourrais acheter cette voiture? Oui, en dehors de d'autres facteurs extérieurs, etc. C'est une très bonne voiture, très confortable. Je suis pas sûr que la version GTX soit celle qui me conviendrait le mieux, mais je pense que l'ID5 Pro peut me convenir. C'est dommage que la configuration de la voiture soit aussi technique, il y a autant de packs. Je trouve qu'il y a pas mal d'équipements qui devraient être de série sur un véhicule de ce prix-là. Mais voilà, je pense que par rapport aux qualités intrinsèques de ces voitures, espace à bord, capacité du coffre, luminosité, confort, efficacité de la voiture, vraie amélioration technologique de la voiture, à part l'application Volkswagen, faites-nous un up prochainement, et je pense que la voiture serait presque idéale. Voilà, donc, est-ce que je pourrais acheter la Volkswagen ID5? Oui. Vous savez qu'il y a eu quelques nouveautés récemment, que le marché des SUV va complètement évoluer à cause d'un opérateur de voitures électriques américain qui chamboule encore un peu tout financièrement. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre des commentaires et à bientôt sur la chaîne Armel High Tech.